In the ever-evolving world of cloud technology, we, just like you, find ourselves at the heart of the new era, where the challenges we are facing require us to consider every angle, every possibility. Given the complexity of this transformative landscape, the only viable path forward is a coalition of dedicated partners like you. With you, through the OVH Cloud Partner Program, we want to build upon the best of what each of us has to offer. You bring your know-how, we provide the best-in-class technology infrastructure. This is how simple it can be. That's OVH Cloud Plan for the innovation for freedom. In a world of increasing complexity, simple is different. Together, through the partner program, we can offer simple yet personalized, localized solutions that respond to the needs of your customers while still being able to address global organization. In any relationship, compatibility is the initial appeal, but the foundation of shared values determines its longevity. At OVH Cloud, what makes us different is our values: transparency, accessibility, price predictability, and simplicity. Our aim is to find the right partners who believe in these principles for our partner program. In this global landscape, customers have a choice, and their decision is based on uncompromising standards. Understanding this is understanding how we grow together globally. Simply put, the world needs different. Let's be different together with the OVH Cloud Partner Program. Merci Michel. Merci Michel pour ces mots. Donc, bon, je vous retrouve tous. Merci. J'espère que la pause a été riche en discussions, aussi rafraîchissante qu'elle puisse être. Je vais simplement parler d'un événement qui a eu lieu il y a un peu plus d'un mois, qui est la KubeCon. Donc, CloudCon Conference. CloudCon Conference et KubeCon. Pardon pour l'avoir écorché. Donc, un peu plus de 10 000 participants, plus de 250 sessions. On est sur un événement qui a été hébergé à Paris. Et donc, OVH Cloud a mis, disons, les bouchées doubles pour être présent. Et donc, on a bien entendu été animateur, présent, on a eu un stand, etc. Donc, tout ça pour noter que cet aspect et cette approche cloud native sont importants aujourd'hui au cœur de la stratégie également. Donc, simplement vous rappeler ces éléments-là, et afin d'insister un peu plus sur cette approche que l'on veut PaaS, et comme acteur du PaaS, je vous propose maintenant de lancer la deuxième table ronde qui donc s'intitule « Quel écosystème pour une architecture ?» Décidément, la pause n'a pas été si bonne pour moi. Quel écosystème pour une architecture moderne app pertinente et efficace? Elle est animée par Éric Chambriard et avec la participation de Alexandre Buisine pour Enix, Lionel Méoni pour Suze et Nicolas Benamou pour MongoDB. Messieurs, à vous. Bien, bonjour, je suis ravi d'animer cette table ronde avec vous cet après-midi. Je vais me présenter en deux mots, donc Éric Chambriard. Je suis responsable des alliances qu'on appelle stratégiques, des alliances technologiques stratégiques, c'est-à-dire des relations que nous avons avec les partenaires technologiques, dont nous intégrons des offres dans nos produits, dans notre logique de Move to PaaS, d'être capable de construire une vraie plateforme. Donc, parmi ses partenaires, il y a Nutanix que vous avez entendu tout à l'heure, MongoDB que vous entendrez, SUSE Rancher et beaucoup d'autres. Et ce qui est un mouvement de fond et extrêmement important pour OVH. Donc, je serai accompagné de Lionel, Alexandre et Nicolas qui se présenteront plus en détail tout à l'heure sur cette table ronde qu'on a intitulée, qu'on a voulu faire tourner autour de Modern App et des applications. Donc, deux mots pour vous indiquer pourquoi. D'abord, il nous a semblé que notre mission à tous, en fait, à la fin de la journée, c'est de faire que des individus, qu'ils soient à la maison ou au bureau,
puissent utiliser des applications qui rendent leur vie plus sympa quand c'est des jeux, plus facile, plus simple, plus efficace au bureau. Donc tous, qu'on fasse des télécoms, qu'on soit des développeurs, qu'on travaille pour un ERP, qu'on soit un éditeur, hein, qu'on soit chez un ISV, une société de service, à la fin de la journée, le but, c'est de faire qu'il y ait des applications. Et le monde de l'application, en ce moment, grâce au cloud, vit une révolution importante, un changement technologique extrêmement fort, qu'on appelle ce mot de modern app. Voilà. Donc il nous a semblé qu'il était intéressant d'en discuter avec vous cet après-midi, et toujours dans la logique d'écosystème dont Michel vient de vous expliquer l'importance qu'elle a pour nous. Donc avant de commencer, je vais peut-être vous demander de vous présenter les uns et les autres. Vas-y Lionel, tu veux commencer? Ok, ça marche, merci. Donc Lionel Méoni, je suis en charge des équipes Pre-Sales Solution Architect pour Suzy. Donc Suzy englobe Rancher, etc. bien sûr. Donc j'ai en charge les secteurs France, Afrique, Middle East, Europe de l'Est. Voilà, ravi d'être parmi vous cet après-midi. Bonjour à tous, donc Nicolas de chez MongoDB. Ça fait 2 ans que je suis architecte solution chez MongoDB. J'ai en charge une partie des comptes stratégiques parmi les plus grands d'Europe qu'on a. J'ai pas du tout un profil infra, j'ai plutôt un profil développeur. J'ai fait beaucoup de développement, du back, du front. Ce qui m'a amené dans les bases de données, c'est les performances. J'ai rencontré énormément de problèmes de performance dans ma vie de développeur. Et je serais ravi aujourd'hui de vous donner cette orientation, plus peut-être développement plutôt qu'infra. Et je suis très content d'être ici. Bonjour à tous, j'espère que la petite pause sucrerie va vous aider à tenir avec nous autour de cette table ronde. Donc moi c'est Alexandre Buzine, je suis associé dirigeant chez Enix, qui est une boîte française. Alors Lionel, c'est très impressionnant, mais nous on est très focusé marché français pour le coup. Je pense qu'on a des confrères dans la salle qui ont un peu le même métier que nous, à savoir infogérer des plateformes. Alors nous on est sur tout ce qui est sur mesure et un peu premium. On en reparlera. Et je pense que je suis là surtout pour représenter le retour d'expérience des clients finaux. Essayer de prendre leur rôle et de partager avec vous quels sont les enjeux pour les clients finaux, pourquoi ils vont vers le modern app, le cloud native et ce genre de choses. Merci à tous. Donc, ma question va être simple, voire un peu bateau. Peut-être pour Lionel, qui est un peu au cœur de l'écosystème. Modern app, qu'est-ce que ça veut dire quand on descend un peu plus dans le détail? Ce vocable un peu simplet, qu'est-ce qu'il recouvre à ton avis? Alors juste pour expliquer la terminologie de ce que c'est Modern App, application moderne, je pense que vous connaissez. Donc ce sont des applications qui sont conçues, développées, designées pour répondre bien évidemment aux enjeux d'actualité. Donc on va chercher quoi? On va chercher de l'efficacité, de l'agilité, la portabilité bien sûr, et plein d'autres, on va dire, possibilités autour de cela. Ça englobe quoi? Ça englobe forcément et certainement des infrastructures et une approche cloud native que vous retrouvez chez OVH, bien sûr. Ça englobe des microservices. Donc vous allez construire autour de tous ces petits services qui vont communiquer par API, bien sûr. Ça englobe de l'automatisation. Donc vos DevOps sont au cœur, bien sûr, de cette dynamique dans la conception et la fabrication, on va dire, de ces applications. Ça implique aussi de s'intégrer finalement dans ce process qu'on appelle le CI/CD, donc le développement continu et l'intégration continue. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend en tout cas de ce type d'application, c'est qu'on puisse les mettre à jour fréquemment. Donc finalement réduire la part du cycle de vie au travers d'applications bien pensées, c'est ce qu'on va attendre en tout cas sur cette mécanique. Alors bien sûr, ça englobe aussi tout ce qui est expérience utilisateur. Donc on va utiliser certainement des librairies, des frameworks qui sont pensés pour avoir un petit peu ce user-friendly que vous attendez, que vous connaissez sur pléthore on va dire, de solutions. On attend de la sécurisation. On va aussi peut-être toucher et certainement d'autres paramètres comme finalement l'orchestration, etc. Voilà. Donc tous ces types d'applications qu'on va construire
bien sûr. Alors j'oubliais, bien sûr, j'ai mon confrère qui est juste à côté, la partie database. Donc pouvoir avoir des schémas de données peut-être potentiellement larges, variables. On parle souvent de NoSQL comme MongoDB. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, si on veut penser moderne application, on va devoir s'inscrire totalement dans cette dynamique et donc penser, oui, cloud infra, Kubernetes, conteneurs certainement, etc. Merci. Alors, merci pour cette explication un petit peu technologique. Donc, à quoi ça sert finalement? Donc, du coup, je me tourne vers Alexandre. Les clients, en quoi leur vie est meilleure? En quoi leur vie est plus simple? En quoi ils font des économies? Qu'est-ce qui, de ton point de vue, en amont et en aval, parce que le sujet sur lequel vous travaillez, qu'est-ce qui, de ton point de vue, crée le vrai bénéfice pour les clients, pour le marché? Je pense que c'est bien de parler des bénéfices avant de parler des douleurs et de ce qui peut être compliqué. Alors, il y en a pas mal des promesses, des bénéfices. Je vais essayer de tourner ça autour de 3 aspects. Le premier, autour de la techno-cube et de la façon de déployer des modern apps, un peu tout le monde cloud native, ça va être de se découpler de l'infrastructure. Alors, on pourrait se mettre à la place d'OVH et se dire c'est un mal ou c'est un bien. En fait, les clients finaux, eux, ce qu'ils voient... Nous, on a pris notre parti, on a dit que c'était un bien. Mais tout à fait, en fait, on va y revenir. Les clients finaux voient cette techno-là comme une normalisation de la façon dont ils vont consommer de l'infrastructure et finalement bouger de mes activités on-prem pour les amener chez OVH ou partir d'un cloud provider pour aller chez un autre. C'est une des premières promesses finalement de cette technologie-là qui a un grand intérêt pour se libérer du vendor locking, etc. Je pense qu'en France, on n'a pas trop de cette problématique, mais il y a quand même beaucoup d'early adopters de ces technos qui sont partis chez les Américains, et un peu par défaut, et qui bénéficient pleinement aujourd'hui de la possibilité de remettre en cause leur choix éventuellement. Donc premier élément, découpler de l'infrastructure, garder le contrôle, de savoir où on veut aller. Je pense qu'un deuxième point, Lionel l'a précisé, ces technologies-là, elles sont faites pour enquiller du déploiement massif de manière régulière. C'est de la célérité qu'on va trouver derrière. Donc, dans un monde où on met à jour nos applis éventuellement 5 fois par jour, pas de problème, c'est fait pour. C'est des technos qui sont prévus pour, et on va voir les difficultés qu'il y a après liées à ça, mais qui sont prévus pour de multiples releases par jour, ce qui change pas mal la vie des produits finaux, des services de nos clients finaux. Le dernière promesse, c'est un petit peu à l'image. Alors je reviens sur très rapidement, je trouve que la révolution des conteneurs, c'est un petit peu la révolution des machines virtuelles il y a un peu plus de 15 ans. On ressort un peu la même dynamique et les mêmes bénéfices, c'est la densité. C'est-à-dire qu'avec les conteneurs, on peut encore plus densifier notre infrastructure. On peut stacker plus d'applications ou de composants par nœud. En tout cas, c'est l'idée. Je ne rentre pas dans la technique de pourquoi c'est possible. On évite en gros l'empilage de kernel. Bon, bref, l'important c'est quoi? C'est qu'on gagne encore un peu plus par rapport à la virtualisation en termes de densité. Je m'arrête là. Il y a d'autres promesses qui existent autour de tout ça, mais je pense que ça représente bien l'intérêt. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai une question complémentaire pour Nicolas. Dans le petit film tout à l'heure, Juliette a parlé de la data, là, de Golden Age. Est-ce que pour les applications qui sont un peu plus récentes, ou ce qu'on a vu sur le marché de la data et des databases ces 3-4 dernières années, est-ce que quand on est dans des contextes de data très intensifs, est-ce que cela remet les choses en question? Est-ce que ces architectures sont toujours pertinentes? Ou au contraire, est-ce que c'est un accélérateur? Quel est ton avis sur ce point? Alors, merci Eric. Donc du coup, on va parler des douleurs immédiatement. Non, effectivement, l'aspect data est très important. Et quand tu parles d'aspect data intensive, j'aimerais prendre donc 2 orientations pour parler de ça. Le premier, c'est l'aspect scalabilité. L'aspect élasticité aussi. Scalabilité, c'est pas forcément j'augmente toujours ma capacité. Ça peut être je dois la réduire également. Et également l'aspect time to market, on y reviendra juste après. Pour ça, vous savez tous aujourd'hui, les entreprises, nos clients ont besoin de plus en plus d'absorber des charges de plus en plus erratiques, toujours plus grandes, dans un contexte
de plus en plus complexes. Et pour ça, j'aimerais juste citer un exemple que je vois au jour le jour avec un de nos clients, qui est parmi un des plus grands clients d'Europe chez MongoDB, qui est un leader mondial dans le travel. Ils ont fait l'effort, Lionel en parlera tout à l'heure, de l'adoption de ces plateformes modernes. Ils ont fait l'effort de bout en bout d'avoir une plateforme de développement, et ça a apporté énormément de bénéfices. Déjà, le fait de pouvoir traiter de multiples use cases dans une seule et même application. Aujourd'hui, on a des données qui sont très variées. On peut avoir dans une même application de l'IoT, du graph, des documents, des vecteurs. Il faut savoir le gérer sans introduire trop de complexité. Ensuite, il y a aussi l'aspect... on était très orienté product il y a quelques années. On fait notre product avec notre team produit qui va bien. Ça a ses limites. Le fait d'avoir une plateforme sur laquelle reposer, on peut avoir une maintenance qui est accrue, ce qui permet aussi d'avoir finalement de gagner du temps dans le delivery, puisque comme le dit Alex aussi, le but c'est d'accélérer, d'être toujours en avance sur les features qu'on doit produire. Donc c'est tous ces aspects-là qui sont vraiment hyper importants. Et un des points vraiment clés, je l'ai dit au début dans la présentation, mais pour moi un des points vraiment clés, c'est la performance. Les bases de données, ça a toujours été super douloureux. On essaie toujours d'éviter d'appeler les bases de données pour avoir, quand on appelle nos API, d'avoir le maximum de temps de réponse. Aujourd'hui, la performance, c'est vous n'êtes pas assez performant, vous perdez vos clients. Je le vois aujourd'hui avec l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure. Sur un système de réservation, aujourd'hui, quand vous réservez vos billets d'avion, ce qui est important pour eux, c'est de réduire ce qu'on appelle le look to book. C'est le moment où vous allez faire votre recherche de billets d'avion et vous allez passer du temps, vous allez regarder les prix et après vous allez booker. Si vous allez sur un site qui est plus lent que notre, vous allez abandonner, vous allez sur le site qui est le plus performant. Donc tous ces aspects-là, le fait de pouvoir garantir la performance dans des modern apps, c'est pas donné à tout le monde, il faut faire l'effort. Cube, il y a du networking, il y a des difficultés à appréhender. Avec la data, c'est d'autant plus compliqué. Donc il faut pouvoir adresser ce sujet-là de façon vraiment jusqu'au boutiste et pas seulement s'arrêter à mi-chemin. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la deuxième partie de la table ronde, où souvent on fait la démarche jusqu'à un certain point et on s'arrête parce que gérer des databases sur Cube, c'est pas donné à tout le monde. Alors un gros big up à l'équipe OVH qui gère la partie MongoDB as a service sur une plateforme Kubernetes. Bravo à eux. Voilà. On peut les applaudir. On peut. Mais, merci. Donc, cela étant posé, je commence à comprendre les avantages de la solution. Donc, du coup, quels sont les enjeux? C'est-à-dire confronté à un client qui se pose des questions, qui avance. À ton avis, Alexandre, quels sont les enjeux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Quelle est la bonne démarche? Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a différents types de clients dans le sens de la maturité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils connaissent déjà bien Kubernetes et ils n'y sont pas allés, ils veulent y aller, ou est-ce qu'ils partent de zéro, ils ont entendu Kubernetes et on leur a demandé vaguement de loin, il faut que tu y ailles. Donc je pense qu'un des premiers critères pour le client lui-même, et certainement pour nous, partenaires OVH, pour l'aider à faire ce pas-là, c'est de comprendre son niveau de maturité. Première question, est-ce qu'il sait faire des conteneurs? Est-ce qu'il a déjà son appli dans des conteneurs ou pas? Ça, c'est quelque chose qui va complètement changer la donne parce qu'il y a des transformations qui doivent avoir lieu chez les clients finaux en termes d'organisation. Je vais faire une petite parenthèse sur tout ce qui est CI/CD dont Lionel a parlé tout à l'heure. Donc, on accélère les livraisons. Comment on fait? Avec des outils et des méthodes. Les méthodes, c'est quoi? C'est CI/CD, donc intégration continue et déploiement continu. Déploiement continu, ça commence à parler. Là, on commence à comprendre. On s'arrête jamais. Tout ça, il faut l'écrire. Il faut avoir des gens qui sont compétents pour décrire son application, la packager, faire de la CI/CD et que ça puisse ensuite arriver en production. Donc, ça, c'est le premier point. Avoir une CI/CD, accélérer la livraison. Derrière, on peut tirer un peu la ficelle. OK, mais qui sait faire ça? Une question d'expertise. C'est-à-dire que Kubernetes, en l'occurrence, qui est très utilisé pour les modern apps, c'est une expertise, c'est un vocabulaire riche, c'est d'une technicité certaine. C'est un peu le saint graal du monde opérationnel. Aujourd'hui, c'est très recherché par les gens qui font de l'ops, par exemple, de l'infrastructure. C'est moins recherché pour les gens qui font du pure dev, parce que c'est très complexe. Donc, il y a aussi une question de transformation des clients finaux, si on parle d'enjeux. Est-ce que j'arrive à embaucher des gens qui savent faire ça? Ou à minima, m'entourer de
partenaires ou de prestataires qui savent le faire. Autre enjeu qui va être important, j'en parlais tout à l'heure, on disait découplage de l'infrastructure. Bon bah c'est bien, je peux avoir du cube chez chacun des cloud providers. Lequel vais donc je choisir ? Probablement OVH. Donc il y a comprendre où je vais. Kubernetes, c'est quelque chose qui me détache un petit peu. Ça m'écarte de mes métiers que je connais avant. L'expertise que j'ai en interne, si je suis client final, mes équipes, est-ce qu'elles savent vraiment appréhender ça ? C'est une vraie question. D'autant plus que je parlais de Kubernetes qui est complexe, mais vous avez peut-être entendu parler de la Cloud Native Computing Foundation. Donc il y a Kubernetes, c'est quelque chose qui est régi aujourd'hui par une filiale de la Linux Foundation qui s'appelle la CNCF, qui est un écosystème monstrueux. Il y a énormément de techno. Il n'y a pas juste Cube. Cube, c'est une parmi 500 technos, 1000 technos. Et c'est dur de s'y retrouver et de faire le choix là-dedans, dans tout cet écosystème. Donc on a souvent les clients finaux vont être... rarement auront fait tous ces choix-là et auront décidé. Donc vous avez des partenaires très connus comme SUSE, Rancher et MongoDB. Là, les choix vont être faciles, mais il y a aussi plein de petits à côté, de petites technologies qu'il va falloir rajouter sur le Kubernetes pour que le tout soit fonctionnel. Donc il y a un enjeu à cet endroit-là également. Il y a en fait plein d'enjeux, mais moi je m'y perds à la fin. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans ? Je crois que le point final, c'est qu'il ne faut pas minimiser la difficulté pour les clients qui sont plutôt gros, importants, industrialisés, à se transformer pour faire du Kubernetes. Ça change. Les équipes existantes sont structurées d'une façon qui n'est pas vraiment compatible avec l'approche cloud native, livrée en permanence, donner les mains à certaines personnes. Je vais vous donner un petit exemple. Avec Kubernetes, je suis quelqu'un de l'infrastructure, je construis un Kubernetes, je le mets à disposition, et là, tout d'un coup, je peux avoir des DevOps, des SRE, des delivery, quel que soit le nom que vous leur donnez, qui ont le pouvoir de choisir combien ils vont consommer de CPU et de RAM. En fait, on arrête d'acheter du matériel hardware, on arrête d'acheter des VM de telle ou telle taille, on dit juste aux gens qui veulent faire tourner leur application, bah, vas-y, tu décris ce que tu veux, tu décris ton infrastructure dans un langage normalisé et ça va être disponible d'une façon ou d'une autre derrière. Mais ça pas, il faut se rendre compte à quel point ça change complètement le paradigme d'organisation des équipes, de séparation entre ceux qui mettent en prod, ceux qui opèrent, ceux qui dessinent l'application, etc. Donc voilà, j'y reviendrai à la fin, mais gros enjeu pour les clients de passer sur ce genre de technologie. Merci du coup en t'écoutant. J'ai une question pour Nicolas. J'ai l'impression qu'il aime bien la techno. S'il y avait un sujet technique délicat ou un ou deux choix un peu importants qu'il faut faire de façon un peu sharp, tu choisirais quel exemple ? Merci beaucoup Alex là, pour me faire le pont vers un sujet encore très douloureux. On parlait tout à l'heure de CI/CD, de DevOps, d'accélérer. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai vécu de mon sang en tant qu'architecte développeur dans un grand groupe. J'en ai résolu une partie en utilisant certaines technologies ou en adoptant certaines pratiques, mais c'est pas forcément évident. Et effectivement, un des points douloureux, un des points délicats, c'est comment je peux gérer dans cet écosystème tous mes changements liés à la donnée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment je peux changer mes structures de données, comment je peux changer mes relations entre les données, et comment je peux aussi provisionner de la donnée. Donc c'est trois choses qu'on fait quasiment tout le temps. Aujourd'hui, il y a une stat qui dit que quand un développeur change du code, il est amené une fois sur deux à avoir un impact sur les databases qui sont liées à ce code. Donc c'est énorme. Avec des bases de données traditionnelles, dès qu'on fait un changement de code, on se retrouve à faire du script, on se retrouve à faire des changements de table, de structure de table, on se retrouve à mettre ça au mieux en tant que script dans un pipeline CI/CD. Au pire, c'est un DBA qui va exécuter ça pour vous et peut-être ça va marcher, peut-être pas. Du coup, chaque changement de base de données, c'est du ralentissement, c'est prendre un risque, finalement, le changement il n'est pas difficilement réversible aussi. Chaque changement, ça introduit des difficultés à aussi devoir revenir en arrière si jamais il y a un problème. Et ces changements de base de données sont souvent un énorme bottleneck sur les modernes apps, où finalement vous allez faire l'effort de faire
tout ce qui est stateless, c'est-à-dire déployer mes API sur du cube, gérer mes changements de code de back-end, front-end sans problème. Mais tout ce qui est base de données, vous allez le laisser de côté. Et finalement, quand vous allez faire un changement, vous allez vous retrouver bloqué par finalement une décélération à ce niveau-là. Donc si vous voulez, il n'y a pas vraiment de recette miracle sur comment je peux résoudre ce problème. C'est souvent lié à plein de facteurs. Alors déjà, le premier, c'est le mindset des entreprises. Combien d'équipes DevOps, vous allez parler des équipes DevOps, et finalement, en général, ils n'ont pas le temps de gagner du temps. Ils sont tellement dans le feu de l'action, tellement approvisionnés à être là, aussi à faire du run, que finalement, changer les pratiques, c'est compliqué. Ça peut être lié à plein de choses aussi. Les développeurs ont aussi énormément de mal à avoir des datasets exhaustifs pour pouvoir gérer leurs tests unitaires de façon exhaustive. Donc il y a plein de challenges comme ça qui viennent et qui sont compliqués à gérer. Le seul point que j'ai vu et que je vois qui marche tout le temps, c'est d'essayer de faire en sorte que les changements soient le plus atomiques possible et les plus réversibles possibles. Ça, MongoDB le permet. Je pourrais citer un exemple concret. J'ai un client qui dans le pari sportif, du coup, qui a des enjeux data énormes, puisque vous doutez bien que un match du PSG occasionne un peu plus de charges qu'un match de division d'honneur. Et pareil, il y a des changements de data model qui sont conséquents et qui amènent énormément d'inertie. Et finalement, en passant d'une techno SQL à MongoDB, parce que oui, il faut que je parle un peu de MongoDB, il y a mon manager dans la salle, je crois. Donc, déjà que tu parles de foot. Désolé. Effectivement, on a réussi à réduire le nombre de changements de bases de données, enfin de tout ce qui est lié à la data, d'environ 70%, ce qui est énorme. Un changement en moins, c'est juste un problème en moins, c'est juste de l'accélération en plus. Et pour les 30% restants, on a réussi à les sortir du chemin critique du déploiement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus obligé de dire j'enrichis mes données, du coup je suis obligé de mettre à jour mon back-end, je suis obligé de mettre à jour mon front-end, je peux faire ça de manière découplée, ce qui fait que même si les changements persistent, parce qu'il y aura toujours du changement, c'est la vie des applications et il y en a de plus en plus souvent, on peut faire en sorte de les minimiser et surtout de les sortir du chemin critique. Et ça, c'est un avantage compétitif qui est vraiment notable. Merci pour toutes ces explications. Je dois vous confesser que là, à ce stade de la conversation, je commence à être un peu inquiet parce qu'on est tous là pour générer des projets, pour suivre des projets, pour gagner un peu d'argent. Et là, je commence à être un peu inquiet. Tout ça, ça m'a l'air d'être bien compliqué. Et puis là, j'ai une autre inquiétude, c'est que de la table ronde précédente de tout à l'heure, j'ai entendu on parler de l'IA. Dans les grands groupes, c'est génial, et puis tous les autres, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de compétences, ils n'ont rien, les pauvres, et de petits, ils vont devenir minuscules. Donc, Lionel, quelle est ton analyse? Chez quel client ces projets ont du sens? Chez quel client? Dans quelle verticale? Dans quel morceau de système d'information? Où est-ce qu'il faut qu'on aille? À quel endroit dans les entreprises tout ça prend vraiment du sens? Et à quel endroit c'est pas trop compliqué? Parce que je vous l'ai pas dit, moi je suis vendeur, donc je suis un peu feignant. Donc à quel endroit c'est fastoche? Alors, on peut le regarder sur deux niveaux. Alors avant de parler de la typologie des clients, j'aimerais juste rappeler quelques statistiques, ce qui démontre un petit peu qu'on a encore, pas encore, mais on a pas mal de business à faire dans notre belle région française. Si vous regardez la schématique d'adoption, en tout cas des Modern Apps, qui est liée implicitement à la partie cloud, et donc cette adoption, juste vous rappeler quelques statistiques, un peu facile pour moi, comme j'ai un peu une vision Europe, etc. Les champions, c'est les Nordics. 80 à 70% de la schématique d'adoption, c'est chez eux. Pas de photo. Ceux qui rattrapent la corde et qui ont accéléré grandement, en tout cas, sur cette dynamique, les Italiens, sont dans les 60% d'adoption. Intéressant. D'un point de vue business, l'Angleterre, l'Allemagne, 50%. D'accord ? Là où encore on a, on va dire, un terrain de jeu, France. On est à peu près à un tiers de l'adoption. Alors, ça peut être lié à notre approche culturelle,
pas mal on va dire, de conception. On a une population d'ingénieurs très deep dive, etc. On est toujours dans la vérification, etc. Mais c'est intéressant. Voilà, 30%, à peu près un tiers, l'adoption. Et puis, on ne va pas dire les mauvais élèves, mais pour des raisons peut-être de coûts, d'investissement, etc., l'Europe de l'Est. En général, 20-25% sur la partie dynamique d'adoption. Maintenant, si on regarde au niveau de la typologie des clients, ceux qui ont fait ce choix et qui ont déjà déployé massivement, on peut les regarder sur 2 axes, bien évidemment. Les grands clients, ils ont des enjeux stratégiques, ils doivent faire du business, ils doivent se renouveler. Donc forcément, ils ont investi massivement sur ces populations de DevOps. Ils ont fait les investissements qu'il fallait. Ils ont travaillé la photo depuis des années. Voilà, ils sont dedans. Ils ont une force, on va dire, en termes de manpower évidente. Ensuite, vous avez les petits clients qui sont nés dans le cloud, qui consomment du cloud. Pour eux, c'est facile. C'est dans leur ADN, en fait. Donc, ils vont s'orienter nativement vers cela. La problématique, elle est forcément à l'opposé vers les clients qui n'ont pas forcément les moyens, le temps nécessaire, les équipes à former, le DevOps sous la main à mettre sur le projet. Donc, c'est là où il y a forcément peut-être matière à les attirer vers un modèle commun avec OVH, proposer cette photo, cette approche pour leur mettre finalement le pied à l'étrier. Vous avez aussi des clients qui ont des applications qui ne seront jamais transformées pour des raisons de sécurité avancée, pour des raisons de conformité, pour des enjeux business. Non, je ne touche pas à mon application, elle tourne très bien, elle me génère le business que je veux pendant un certain temps, je ne vais pas la mettre à jour. Voilà. Donc vous avez cette typologie-là. Et c'est là où il faut naviguer et trouver, on va dire, le bon équilibre pour pouvoir faire en sorte que ces clients, ces différents clients, que ce soit ceux qui ont déjà adopté, ou peut-être on peut aller proposer des services intéressants, de l'expertise dans le domaine de Kubernetes et autres, ou ceux qui finalement ne sont pas prêts, les attirer vers la schématique, vous avez ce terrain de jeu viable en tout cas. Et donc, je voudrais vous poser la même question à Alexandre et Nicolas. Peut-être Alexandre. J'y vais ou tu y vas, Nicolas? Ok. Moi, j'ai essayé de vous faire deux petits retours circonstanciés, un peu sur de la transformation vers cette nouvelle façon de faire, ces nouvelles technologies. Une start-up qui vient de démarrer avec des petits jeunes ou des gens seniors qu'ils ont réussi à embaucher miraculeusement, parce que oui, l'expertise Kubernetes, par exemple, c'est assez rare et difficile à trouver. Les startups, c'est pas compliqué, ils onboardent tout de suite dessus, ils ont l'habitude, il n'y a pas trop de sujets. Les boîtes qui sont relativement agiles, pareil, elles vont implémenter ça relativement facilement en quelques mois. Là où ça commence à chatouiller un petit peu plus, et notamment les ETI, moi je dirais qu'en moyenne, parce qu'on en accompagne quelques-unes, pour arriver dans ce nouvel environnement de manière sereine, ça prend 6 à 9 mois. Donc 6 à 9 mois, moi en ce qui me concerne chez Enix, je trouve ça déjà long. Accompagner des clients pour arriver sur une nouvelle techno et passer 6 à 9 mois à attendre que les applis évoluent, que l'organisation évolue et qu'ils soient prêts à faire les choses, c'est long. Et sur les grands groupes, ça fait beaucoup plus mal. Pour moi, c'est largement 2 ans. Un grand groupe qui essaye de se transformer, aller là-dedans, c'est largement 2 ans. Et je ne parle même pas des institutions, des institutionnels, etc. Je vais terminer en partageant une petite anecdote. J'ai entendu plusieurs fois des actionnaires, avant rachat de potentielles pépites, poser la question, alors qu'ils n'y connaissent strictement rien, est-ce que la migration à Kubernetes a été faite ? Alors pour qu'un actionnaire pose cette question très technique, c'est en fait que derrière, le chemin n'est pas facile. Le chemin n'est pas aisé et qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et donc un actionnaire sait maintenant qu'une boîte qui a déjà transitionné à Kubernetes a changé son organisation, a réussi à se staffer, à attirer de l'expertise, est organisé, a de la production H24 qui marche dans de bonnes conditions, etc. Donc est mature et a fait tout ce chemin-là qui est parsemé d'embûches. Donc je répète, les actionnaires, s'ils en sont conscients, alors que c'est quelque chose de très technique, c'est qu'il y a une vraie valeur derrière ça, d'avoir fait le chemin d'abord et quelqu'un d'autre les payer, mais aussi d'être dans une situation derrière où je suis dans la modernité, je peux embaucher des développeurs qui naviguent dans ce nouvel environnement et je transpire pas le legacy et les vieux nanars.
À toi, Nico. Cadeau. Merci pour le cadeau. Ce que je vais juste rajouter, c'est mon expérience personnelle, puisqu'effectivement, ce que dit Alex, je l'ai vécu pour avoir été architecte dans un grand groupe français bien connu. J'étais en charge de la plateforme B2B e-commerce du groupe, donc qui représente environ 50% du chiffre d'affaires et qui représente beaucoup plus encore aujourd'hui. On était parti sur une infra classique VM, bare métal, et on faisait environ, au mieux, une grosse livraison par quarter de notre plateforme, avec tous les risques que ça implique de faire une livraison par quarter avec on ne sait pas combien de millions de lignes de code à livrer. Au bout d'un moment, à force de faire le forcing et d'expliquer le pourquoi du comment, c'était intéressant de transitionner vers une stack beaucoup plus moderne. Pour des raisons business, on ne fait pas de l'IT juste parce que c'est fun de faire du cube. Il y a vraiment un moteur derrière, de pouvoir livrer plus facilement, de pouvoir découpler les services, que ce soit des services stateless ou stateful, peu importe. On l'a fait. On l'a fait, effectivement, je confirme. 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'est OK. Et ce que j'ai observé après, c'est qu'effectivement, on a vu une entreprise à 2 visages après. Une entreprise fast track, donc une IT cube, orientée sur cube globalement, et le reste du legacy, bien sûr, qu'on ne veut pas forcément bouger, puisque c'est des applis qui tournent, qui sont là depuis des lustres sur des VM, qui fonctionnent très bien, et dont les changements sont relativement maîtrisés, qui sont assez stables, donc il n'y a pas de raison de les changer. Mais quand il y a un vrai moteur d'accélération, un vrai moteur business derrière, aller chercher des nouveaux marchés, avoir un avantage compétitif sur les concurrents, c'est utile, c'est clairement utile. Il y a juste une petite anecdote sur un des modules en particulier qui me tient à cœur, que j'ai pu développer chez cette entreprise, et qui fait aussi écho à MongoDB. On avait un module de pricing à faire, un de nos concurrents allait sortir ce module, c'était annoncé, c'était prêt à sortir en fin d'année 2017, il me semble. Et nous, on n'avait rien. Et finalement, en partant sur Cube, en partant sur MongoDB pour plein de raisons, notamment par rapport à la flexibilité du schéma de MongoDB, au fait de pouvoir faire des changements plus rapidement, d'éliminer certains changements, on a réussi à sortir ce module en moins de 3 mois, ce qui pour nous était un exploit. On n'avait finalement jamais vu ça. Et aujourd'hui, ça a pris. Bien sûr, le legacy reste. Dans les grands groupes, le legacy va rester. Et on sera tous à la retraite qui sera toujours là. Mais effectivement, les nouveaux produits, l'innovation, les plateformes Modern Apps sont vraiment vecteurs de ça. Et le nouveau business, pour moi, il est là. Et ce que je vois en tout cas chez MongoDB, j'ai des clients de toute industrie, de toute verticale, des très grands groupes comme des digital natives. Effectivement, on voit que les digital natives sont beaucoup plus à l'aise dans ce mindset-là. Le problème pour eux, le challenge, ça va justement être aussi de retenir les ressources. Parce que de mettre une plateforme en place, c'est cool, c'est chouette, c'est bien, mais il faut la maintenir. Il faut la maintenir en conditions opérationnelles. Donc il y a tous ces challenges-là, et des plateformes comme OVH peuvent vraiment aider à faire en sorte que les entreprises soient plus à l'aise pour délivrer le plus de valeur possible. Excellente transition vers une de mes dernières questions. Donc, on est chez OVH ici. Donc, comment jugez-vous notre partenariat et en quoi, donc chacun, ça permet d'aller plus vite? Parce que j'ai compris que c'était une question, un enjeu, un problème important. Je commence. Oui. Alors, on est super ravis, Eric, de travailler avec vous, de développer un petit peu cette approche commune autour de notre proposition de valeur. Alors, bien sûr, il y a la dimension infra, vous l'avez compris, proposition autour des solutions que vous proposez, bien évidemment. Il n'y a pas que, j'en parlais tout à l'heure, la conformité. Donc, mine de rien, en tant que société, avec un historique très européen, l'aspect souveraineté pour nous est très important. L'aspect communautaire aussi, le schéma open source, toute la partie, tu le disais tout à l'heure, la partie no lock-in, envers laisser le choix à nos clients finalement de venir, de consommer des services et finalement de s'intégrer dedans. Alors sur la partie Rancher, vous le savez certainement, l'outil est puissant, extrêmement simple, avec une approche pensée user-friendly. Il n'y a pas effectivement de réel
distribution Kubernetes identique. Donc tout ce qui est dans la CNCF, finalement, vous allez pouvoir l'intégrer, le manager. Donc pour le coup, les clients vont pouvoir choisir d'utiliser une approche, on va dire, simple, encore une fois souveraine, open source, etc. Vous allez retrouver les mécaniques de scalabilité, d'agilité. Donc vous avez vraiment un outil très puissant, très apprécié du marché, encore une fois, à proposer en tout cas conjointement avec OVH sur cette dynamique. Nicolas. Alors effectivement, il y a une très belle offre MongoDB chez OVH aujourd'hui qui se distingue en 3 parties. Il y a une partie Discovery, donc qui permet finalement aux développeurs d'avoir la plus petite step possible pour onboarder sur MongoDB. Et Alex le soulignait tout à l'heure, le plus important pour les équipes de développement, c'est quoi? C'est de s'abstraire de l'infrastructure et d'avoir un service à disponibilité. Capacity on demand, c'est hyper important pour eux. Donc cette première step, elle est hyper importante. Ensuite, pour les workloads de production, il y a 2 offres disponibles chez OVH. Il y a une partie production sur du community et sur du cube, comme je l'ai dit tout à l'heure, et une partie advanced qui là met l'accent sur de la disponibilité, de la sécurité, de la résilience exacerbée, on va dire. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des applications modernes. Et on est très content aujourd'hui du partenariat. On n'est qu'au début, mais à mon avis, il y a plein de belles choses à écrire entre MongoDB et OVH. Je suis très content aussi, moi. Moi, j'aurais envie de dire que je suis content aussi qu'on ait OVH qui fournisse une alternative. Ma question, c'était pas tout à fait est-ce que vous êtes content, c'est en quoi c'est un plus pour gagner des affaires. En quoi c'est un plus? Parce que je repars de la base, après je vous parle 2 secondes d'Enix, même si c'est pas forcément ultra important. Déjà, OVH propose de la solution sur étagère avec du Kubernetes et des bases de données managées, et voire même de la distribution Kubernetes et de la solution de contrôle avec Rancher. Donc avoir quelque chose de souverain en France pour gérer ces modern apps et tout ce qui est cloud native, c'est un réel plus. Et là où Enix, on essaye de contribuer, c'est de compléter ces offres-là. Nous, on est très spécialisé sur mesure, premium, en jeu très spécifique des clients, et généralement, on va compléter des solutions qui sont fournies par OVH ou par MongoDB ou par Rancher ou par l'ensemble des 3, et on va probablement ajouter 1, 2 ou 3 briques à côté qui n'étaient pas packagées, ou bien avec de la customisation. Encore une fois, nous, le but, c'est d'infogérer des plateformes par-dessus toutes ces technos-là. Merci beaucoup. J'espère que ces échanges vous auront éclairé. Donc, merci Lionel, merci Nicolas, et merci Alexandre pour votre présence. Et j'espère surtout que d'ici une semaine, 1 mois, 2 mois, 6 mois, vous direz tous, grâce à cette table ronde, j'ai gagné une affaire, j'ai gagné des projets. Merci, messieurs. Donc on a là aussi un joli rebond sur le sujet de l'écosystème et de travailler ensemble. Donc j'espère que ça a été en tout cas un bel éclairage pour vous ici aujourd'hui.